Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui de Salem's Lot, la dernière adaptation d'un roman de Stephen King, disponible actuellement et depuis quelques jours sur la plateforme Max. Alors, est-ce que ce film de vampire vaut le détour ou est-ce qu'il aurait mieux fait de rester dans le cercueil? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Let's go! I've always written stories about things that are so terrible. You'll run away until your brain won't remember. Le scénario de Salem's Lot suit Ben Mears, un écrivain qui revient dans sa ville natale de Salem's Lot où il découvre que la population est peu à peu transformée en vampire. Cette prémisse, bien que classique, aurait pu être le point de départ d'une histoire plutôt captivante. Malheureusement, l'exécution laisse à désirer, le problème majeur réside notamment dans le rythme effréné du film. Tout va beaucoup trop vite, ne laissant pas le temps au spectateur de s'attacher aux personnages ou de s'imprégner de l'atmosphère de la ville. On passe d'une scène à l'autre sans vraiment prendre le temps de développer les enjeux ou de créer une tension palpable. Cette précipitation nuit considérablement à l'immersion et à l'impact émotionnel de l'histoire. Le film tente de condenser un roman assez dense en moins de 2 heures et cela se ressent malheureusement de façon assez nette. Des éléments importants d'ailleurs du livre, comme l'histoire personnelle de Ben Mears et son lien avec sa ville, la perte de ses parents à 9 ans, sont à peine effleurés dans le film. Le développement de la menace vampirique qui, dans le roman, s'installe progressivement, semble ici survenir du jour au lendemain, privant le spectateur, malheureusement, de cette montée en puissance angoissante qui fait le sel d'une bonne adaptation d'histoire de vampire. Les personnages pâtissent énormément eux aussi du manque de temps, ils manquent cruellement de profondeur, on ne comprend pas vraiment leur motivation, ni même leurs relations. Même le personnage principal, Ben, reste assez fade tout au long du film. On ne ressent pas vraiment son angoisse face à ce qui se passe dans la ville, ni à son attachement à ces lieux qui sont pourtant ceux de son enfance. C'est dommage, car c'était un aspect important du roman de King qui aurait pu apporter une dimension émotionnelle supplémentaire à ce film. Le film essaie bien de nous faire croire à une histoire d'amour naissante entre Ben et Suzanne Norton, une habitante de la ville, mais leur relation semble se développer en accéléré. En quelques scènes, ils passent de parfaits inconnus à un couple prêt à tout l'un pour l'autre. C'est assez étonnant quand même. Ça manque d'ailleurs de crédibilité et ça ne nous permet pas de nous attacher à eux, ce qui est problématique quand on sait l'importance de l'empathie du spectateur, notamment pour ce genre de film d'horreur. So why did you come back? I'm here for research. What exactly, though, are you researching? I can see her lying back in her satin dress. Have you noticed anything out of the ordinary in the lot recently? Don't confess. Sundown, you're back. There are some folks who had some kind of unusual experiences. La réalisation de Guy Doberman, bien que compétente dans l'ensemble, présente des forces et des faiblesses. D'un côté, on peut apprécier certains choix visuels qui créent une atmosphère inquiétante, notamment dans les scènes de forêt. Ces séquences d'ailleurs sont pas sans rappeler l'ambiance de La Nuit du Chasseur et sont parmi les plus réussies, je pense, du film. Doberman parvient aussi à insuffler une tension palpable dans ces moments et y joue habilement avec les ombres et la profondeur de champ. Cependant, la réalisation souffre aussi de plusieurs autres problèmes. Tout d'abord, on sent parfois les limitations budgétaires malheureusement, avec des effets spéciaux qui manquent un peu de finesse et des fonds verts un peu trop visibles. Ces aspects techniques moins aboutis nuisent à l'immersion et rappellent malheureusement au spectateur qu'il est en train de regarder un film, brisant ainsi la tension que le réalisateur tente de construire. Un autre point faible majeur réside dans la gestion des jumpscares. Doberman semble trop prévisible dans leur utilisation, les plaçant à des moments que le spectateur peut facilement anticiper. Cette prévisibilité, elle nuit forcément à l'efficacité des scènes, censées faire sursauter, mais personnellement, j'ai été surpris qu'une seule fois,
Et encore, c'est sûrement parce que j'avais été déconcentré juste avant. Contrairement à des réalisateurs comme Andy Muschietti, avec Ça, ou John Carpenter, qui savent jouer avec l'attente du spectateur et étirer l'attention jusqu'à son point de rupture, Doberman semble trop pressé de livrer ses effets, les rendant moins efficaces, moins impactants. La direction artistique oscille entre des moments inspirés et d'autres plus convenus. Enfin, certaines scènes, notamment celles se déroulant dans la ville, parviennent à créer une ambiance de petite ville américaine inquiétante, mais d'autres au contraire, en particulier celles dans la maison hantée, tombent dans des clichés du genre sans réussir à les transcender. L'utilisation de la lumière est également assez inégale. Si certains plans nocturnes notamment sont bien gérés, et ils créent une atmosphère assez oppressante, d'autres souffrent d'un éclairage artificiel qui brise un peu l'illusion. Les filtres bleus notamment, utilisés pour simuler les nuits, sont particulièrement problématiques puisqu'ils rendent certaines scènes censées être très sombres, beaucoup trop visibles et donc beaucoup moins effrayantes. On sent que le réalisateur a des idées, mais il n'a pas encore totalement maîtrisé l'art de créer et maintenir l'attention sur la durée d'un long métrage. Enfin, parlons aussi des effets spéciaux, qui sont malheureusement un des autres points faibles de ce film. Les vampires manquent cruellement de charisme et de présence aussi à l'écran, leurs transformations sont peu convaincantes, on les voit quasiment pas d'ailleurs, et on dirait presque des effets spéciaux de série B lorsqu'ils apparaissent. C'est d'autant plus dommage que le film mise beaucoup sur ces scènes d'action et d'horreur. Sans effets spéciaux convaincants, difficile de vraiment rentrer dans l'ambiance et d'avoir peur. Les scènes où les vampires attaquent leurs victimes auraient dû être terrifiantes, mais elles finissent globalement par être presque comiques tant les effets sont ratés. Le vampire principal, Kurt Barlow, est particulièrement décevant. On ne sait rien de lui, on ne sait pas ce qu'il fait là, on ne sait pas ce qu'il veut. Dans le roman, c'était un personnage charismatique et effrayant. Ici, il ressemble plus à un figurant d'Halloween qu'une véritable menace. Ses apparitions, qui devraient être les moments forts du film, n'en sont pas, et au contraire, ça tombe souvent à plat, plus particulièrement à la fin. They used to tell us stories about this place. You have no idea what you're getting yourself into here. Annie, where are you? Answer me. Côté casting, c'est un peu le même constat que pour le scénario. Ça manque globalement de profondeur. Lewis Pullman, qui joue Ben Mears, fait ce qu'il peut avec son personnage, mais on a du mal à s'attacher à lui. Il manque de charisme et ne parvient pas à transmettre l'angoisse et le désespoir que son personnage devrait ressentir. Mackenzie Leigh, quant à elle, qui interprète Susan Norton, n'est pas beaucoup mieux servie par le scénario. Son personnage manque de consistance et on a du mal à croire à sa relation avec Ben, notamment parce que c'est beaucoup trop rapide. Le seul qui tire vraiment un peu son épingle du jeu, c'est le jeune Jordan Preston Carter dans le rôle de Mark. Il apporte un peu de fraîcheur et d'énergie au film et ses scènes sont souvent les plus intéressantes. Son personnage est le seul d'ailleurs qui semble avoir une véritable évolution au cours du film, passant d'un gamin effrayé qui se fait tabasser au début, lors de sa première scène, à un véritable chasseur de vampires. This is not a disease you can catch. If we don't fight back, they'll come for us eventually. Things have gone bad in the lot now. Ce qui est vraiment frustrant avec cette adaptation de Salem Slot, c'est qu'elle passe à côté de ce qui fait la force du roman de Stephen King. Dans le livre, que je n'ai pas lu, mais dont j'ai fait des recherches avant cette vidéo, King prenait le temps de développer la ville de Salem Slot, d'en faire un personnage à part entière. On découvrait petit à petit la corruption qui s'installait, la paranoïa qui gagnait les habitants. Ici, tout va trop vite. On n'a pas le temps de s'attacher à la ville ou à ses habitants avant que tout ne parte en vrille. Du coup, on ne ressent pas vraiment la tragédie de ce qui arrive à cette ville. C'est juste une ville lambda, envahie par des vampires sans véritable personnalité. De plus, le film ne parvient pas à capturer l'ambiance de terreur croissante qui était si bien décrite dans le roman. On passe trop rapidement d'une situation normale à une invasion totale de vampires sans vraiment ressentir la montée progressive de la peur et de la paranoïa. Autre problème de ce film, c'est son manque d'originalité dans le traitement des vampires.
On a l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois, voire 100 000 fois ces créatures à l'écran, sans que cette version n'apporte quoi que ce soit de nouveau. Les vampires de Salem Slot sont des êtres pâles, aux yeux rouges, qui volent et qui mordent leurs victimes. Tiens, on n'a jamais vu ça. Rien de bien surprenant ou d'effrayant pour un spectateur habitué au genre, donc c'est d'autant plus dommage encore une fois que dans le roman, Stephen King avait réussi à renouveler le mythe du vampire en l'ancrant dans une petite ville américaine contemporaine. Le film, quant à lui, contente de recycler les clichés éculés sans vraiment les réinventer. On aurait aimé avoir une approche plus psychologique des vampires, explorer davantage leur impact sur la communauté, ou même jouer avec les codes du genre pour surprendre le spectateur. Malheureusement, le film est très conventionnel dans son traitement des créatures de la nuit. Sundown, you better take care if I find you've been creeping. En conclusion, cette adaptation de Salem Slot est loin d'être catastrophique, mais elle manque cruellement tout de même d'originalité et de profondeur. Les fans de Stephen King et de vampires y trouveront peut-être leur compte, mais pour les autres, c'est pas vraiment indispensable. C'est dommage, car encore une fois, il y avait du potentiel. Avec un peu plus de temps pour développer les personnages et l'ambiance, ça aurait pu être un très bon film d'horreur, ou même peut-être une série. Malheureusement, en voulant tout condenser en moins de 2 heures, on se retrouve avec un film qui effleure à peine la surface de ce qui faisait la richesse du roman de Stephen King. Si vous êtes fan de vampires et que vous n'avez rien d'autre à regarder, pourquoi pas ? Mais ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, il y a de bien meilleures adaptations de Stephen King qui méritent votre temps. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, de Salem Slot ? Est-ce que vous pensez comme moi que ça aurait peut-être été mieux en série ? En attendant, vous savez ce que vous avez à faire si vous avez aimé cette vidéo. Vous savez que vous pouvez liker, vous abonner et que vous pouvez martyriser la petite cloche. Ça m'aide énormément et surtout ça aide la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.